Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le développement des civilisations. Tandis que l'Occident cherchait encore sa voie, l'Orient bâtissait un empire depuis des millénaires, se développant en défiant toutes les lois conventionnelles. La Chine n'est pas qu'un pays, c'est une expérience humaine colossale, figée dans le temps. Le plus étonnant était que les Chinois eux-mêmes n'en aient jamais douté. Leurs ancêtres, bien avant notre ère, avaient découvert l'ordre idéal de la vie, qui devint leur plus grande force. Tout a commencé avec les légendaires 5 empereurs. Il ne s'agissait pas de simples souverains, mais de sages démiurges dont la figure est auréolée de mythes. Prenons Wang Di par exemple. La légende raconte qu'il possédait d'incroyables pouvoirs divins et qu'il commença à parler couramment avant même d'avoir 3 mois. Mais n'attendez pas ici les récits classiques habituels, avec leurs caprices et leurs passions divines. Dans la tradition chinoise, l'empereur est celui qui instaure l'ordre dans le chaos. Il ne se contente pas d'inventer la charrue ou de fondre le métal. Il harmonise les rythmes mêmes de l'univers, s'appuyant sur l'ancienne théorie des 5 éléments. Remarquez la manière inhabituelle dont le pouvoir est traité ici. Le souverain est avant tout le maître du temps. Il charge ses fidèles lieutenants de surveiller le soleil et la lune, veillant ainsi au respect du calendrier. Lorsque tout dans le monde, des esprits des montagnes aux simples paysans, est en équilibre, l'ère Taiping ou Grande Paix s'instaure. C'est un état d'harmonie absolue où le hasard n'a plus sa place. Même le déluge, dans ses chroniques, devient un problème purement technique. Quelle méthode est la plus efficace? Construire de hauts barrages ou creuser de profonds canaux? La manière dont le trône fut transmis est également frappante. À cette époque, les liens du sang n'avaient aucune importance. Le célèbre Yao exila son propre fils, le jugeant indigne, et confia le pouvoir au sage Shun, qui avait prouvé sa vertu par ses actes. Seule la volonté du ciel déterminait qui accéderait au pouvoir. Cet attachement à un idéal ancestral est si profond que même les événements modernes en Chine ne peuvent être compris sans cette clé. Se déploie sous nos yeux une histoire où le mythe se mêle harmonieusement à la politique et où d'anciens rituels deviennent le fondement du plus grand empire de l'humanité. Dans la Chine antique, les liens du sang n'avaient aucune importance. La volonté du ciel régnait en maître. C'était une loi implacable. Si un souverain perdait sa vertu, le ciel le rejetait et l'empire s'effondrait. Nous assistons à une histoire où d'anciens rituels ont fondé une grande civilisation et où les mythes ont dicté la politique. Le premier grand héros fut Yu le Grand. Il ne se contenta pas de régner. Il dompta littéralement le chaos, creusant des lits de rivières et créant un calendrier qui redonna vie à la nature. Yu était un modèle. Il s'abstint de tout pour nourrir son peuple. Il était la référence absolue. Sa voix devint l'étalon du son et son corps l'unité de mesure de la longueur. Mais le pouvoir est un don perfide. Des générations plus tard, ses descendants devinrent des tyrans. Le dernier roi de la dynastie Xia, Ji, plongea le pays dans la débauche et la cruauté. Le jour de sa chute, 2 soleils se levèrent simultanément dans le ciel, un présage funeste annonçant la révocation définitive du mandat du ciel. La dynastie Yin prit le relais. Son fondateur, Tang le Victorieux, était si clément que même les bêtes sauvages ressentaient sa vertu. Mais l'histoire est cyclique. La fin de la dynastie Yin fut encore plus sanglante. Le roi Juxin possédait une force herculéenne, capable d'abattre une bête sauvage d'une seule main, mais il gaspilla ce don dans la folie. Il inventa le supplice du chevalet rougeoyant et, dans son arrogance, décocha des flèches vers le ciel, se croyant supérieur aux dieux. Lorsque le tonnerre céleste gronda, le tyran périt dans les flammes de son palais, emportant avec lui tous ses trésors. Ainsi apparut le règne des Zhou, maître de l'équilibre entre sagesse et épée. Mais leur âge d'or ne fut pas éternel. Lorsque les rois commencèrent à amasser des richesses au lieu de les distribuer au peuple, la nature se rebella. Tremblements de terre, sécheresse et présages funestes annoncèrent la fin.
Le roi Yu, aveuglé par sa passion pour la belle Baoxi, née de l'écume d'un dragon, ne vit pas les montagnes s'effondrer et les rivières s'assécher. L'unité de l'Empire s'effondra. Des hégémons entrèrent en scène, des princes ambitieux qui ne respectaient plus le roi légitime. Une ère de grande redistribution commença où chaque seigneur féodal rêvait de devenir le nouveau fils du ciel. Mais comment savoir de quel côté penchait la faveur divine? La réponse à cette question transforma la Chine en un champ de bataille, où naissait une réalité nouvelle et plus cruelle encore dans le chaos des royaumes combattants. Quand on tendit au futur hégémon une motte de terre aride au lieu de pain, il ne se mit pas en colère. Il accepta ce geste comme un symbole, la terre même de la Chine tombait entre ses mains. Tel était le prince Wen, un homme dont le destin avait des allures de thriller. Pour lui, ses fidèles compagnons firent des sacrifices inimaginables. L'un d'eux, un jour de famine, se coupa un morceau de cuisse pour nourrir son seigneur. Wen croyait que le ciel lui-même le guidait, et cette fois lui permit de maîtriser la situation. Mais même ce civilisateur commença à rompre avec les traditions ancestrales, exigeant effrontément que le roi vienne se prosterner devant lui. Cependant, les anciennes règles de bienséance furent finalement consumées par les flammes de la guerre civile. Les princes ambitieux furent remplacés par ceux que l'histoire qualifierait de tyrans. Pour eux, la vertu n'était plus qu'un leurre. Vouloir vaincre? Habiller son armée en barbare. Besoin d'or? Oublier l'honnêteté. On eut recours au poison, aux embuscades et aux exécutions de masse. Le nombre de têtes tranchées après les batailles atteignit des dizaines de milliers. La Chine devint un terrain de chasse pour des prédateurs impitoyables où seuls les plus cruels survivaient. Et dans ce chaos, l'étoile d'un homme qui décida de soumettre l'univers tout entier se leva. Ying Zheng, connu dans l'histoire sous le nom de Qin Shi Huang, ne se contenta pas d'unifier le pays. Il le brisa par la force. Il se proclama premier empereur, instaurant un culte de la loi et des nombres. Le 6 devint un chiffre sacré, le noir la couleur des bannières et la cruauté la religion d'État. Pour effacer la mémoire du passé, il ordonna de brûler les livres anciens et fit enterrer vivants des centaines de lettrés. Mais plus son pouvoir devenait absolu, plus sa peur de la fin grandissait. Tandis que le peuple croulait sous le poids des impôts, l'empereur fit construire des centaines de palais, reliés par des passages secrets, afin que nul ne sache où il dormait. Il rêvait de vie éternelle et envoya des milliers de jeunes gens en quête d'élixirs d'immortalité sur des îles mythiques. Il voulait tromper le destin, mais le ciel lui avait déjà donné un signe. Une inscription funeste apparut sur une météorite. À la mort de Shi Huangdi, l'Empire s'effondrera. Le grand tyran ignorait encore que son temps était compté et que le monde qu'il avait créé était déjà au bord du gouffre. L'empereur Qin Shi Huang se croyait capable d'abattre la mort elle-même. Il rêva d'un monstre marin à visage humain, un défi qu'il releva sans hésiter. Sur le mont sacré Gifu, le tyran attendit l'apparition du poisson géant et décocha lui-même sa flèche. Sa proie fut tuée, mais son triomphe fut de courte durée. Presque aussitôt, Shi Huang tomba malade et mourut. Ironie du sort, celui qui rêvait d'immortalité fut transporté à la capitale dans une charrette remplie de poissons pourris afin de masquer l'insupportable puanteur de son corps en décomposition. Le grand souverain qui avait unifié la Chine fut réduit à l'état de putréfaction sous le couvert d'un vulgaire harengue. Ses funérailles furent l'ultime acte de folie. 700 000 condamnés creusèrent un gouffre jusqu'aux sources souterraines. Là, en contrebas, alimentés par des mécanismes secrets, coulaient éternellement des fleuves de mercure, symbolisant le Yangtze et le fleuve jaune, et la voûte était ornée de cartes stellaires. Pour éclairer le chemin vers l'oubli, des torches faites de la graisse des hommes-poissons furent allumées, conçues pour brûler pendant des siècles. Avec l'empereur, les artisans qui connaissaient les secrets des pièges et toutes ses épouses stériles furent emmurés vivants.
Un monde bâti sur la peur trembla aussitôt que les lourdes portes de pierre se refermèrent. 3 ans plus tard à peine, le vaste empire Qin s'embrasa, consumé par les flammes de la rébellion. Au milieu des ruines de la tyrannie, l'étoile de Liu Bang, fondateur de la dynastie Han, brillait. Des histoires improbables circulaient sur ses origines. Sa mère aurait été possédée par un dragon au cœur d'un orage et 72 points magiques auraient brillé sur sa cuisse. Mais derrière les mythes du souverain bienveillant se cachait une froide réalité. Sa veuve, l'impératrice Lu, traita son rival d'une manière qui fit frémir même son propre fils. Elle ordonna que les bras et les jambes de la concubine favorite de son époux soient coupés, que ses yeux soient arrachés et que la malheureuse soit jetée dans une latrine, surnommée l'humaine cochon. Plus tard, les empereurs Wen et Wudi tentèrent de redorer l'image de l'État en accomplissant des sacrifices mystiques sur le mont sacré Taishan. On racontait que, durant leurs prières, une mystérieuse lumière jaune se répandait dans le ciel, signe de l'approbation céleste. Des historiens comme Sima Qian rassemblèrent minutieusement les fragments de livres ayant survécu aux incendies, reconstituant ainsi le passé. Ils créèrent un canon où l'histoire se présente comme un cycle éternel. Mais derrière le faste des rituels, la même vérité demeurait. Le pouvoir dans l'Empire céleste repose sur la force de l'épée. Et derrière les grands noms se cachent des montagnes de cadavres et des rivières de mercure. Lorsqu'ils ouvrirent un tombeau antique enfoui depuis 6 siècles, les soldats ne se rendirent même pas compte de leur découverte. Ils utilisèrent les précieuses dalles de bambou, les annales de bambou, comme torches, simplement pour éclairer leur chemin dans l'obscurité. Ce qui survécut à l'incendie devint une énigme historique monumentale, révélant une vérité terrifiante. L'histoire officielle de l'Empire céleste n'est qu'un vaste système de faux nobles. Pendant des siècles, les lettrés de la cour ont remanié les chroniques, les adaptant à leurs idéaux. Là où, dans la version originale, le fils du grand Yu assassinait brutalement un rival pour le pouvoir, dans les éditions ultérieures, il se transforme soudain en un sage saint. Même les astres furent contraints de mentir. Les textes décrivent avec une précision parfaite une éclipse solaire en 2055 avant Jésus-Christ. Les calculs modernes le confirment. Elle a bel et bien eu lieu. Mais comment les anciens ont-ils pu la consigner avec autant de détails? La réponse est stupéfiante. Il s'agit très probablement de l'œuvre de mathématiciens de la dynastie Tang, qui ont édité le passé a posteriori pour conférer une autorité scientifique aux légendes antiques. Toute la chronologie de la Chine antérieure au IXe siècle avant Jésus-Christ est un épais brouillard de mythes et de danses rituelles. Les premières dynasties se ressemblent étrangement, comme si elles avaient été simplement copiées pour combler un vide historique. Mais en 1899, un événement incroyable se produisit. Dans un village ordinaire du Henan, des milliers d'os oraculaires portant les noms de ces mêmes rois fictifs furent mis au jour. Cela prouva que derrière les couches de poésie et de manipulation politique se cachait une dure réalité. Les Chinois n'ont jamais recherché de simples faits. Pour eux, l'histoire est un symbole de foi et un instrument de pouvoir. On ne peut croire aveuglément à chaque date, mais force est de constater que cette tradition a survécu contre toute attente. Elle est un organisme vivant, ayant absorbé des milliers d'années de bouleversements. Et tandis que les érudits débattent de l'authenticité des hiéroglyphes, au-delà des montagnes de cadavres et des rivières de mercure, le véritable visage d'une civilisation ancienne se révèle, ses racines plongeant dans un abîme temporel si vaste que réalité et mythe ne font plus qu'un. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les frontières clairement définies des anciens États. En Chine, la réalité a toujours été fluide et l'histoire n'est pas qu'une suite de dates, mais un symbole vivant de foi. Longtemps, les érudits ont soutenu que les ancêtres des Chinois
venaient de l'ouest, traversant les rudes montagnes du Pamir. Et si leur véritable berceau se cachait dans la chaleur étouffante des tropiques d'Asie du Sud-Est. Des chercheurs ont découvert des traces de faune et de flore exotiques dans d'anciens hiéroglyphes, en totale contradiction avec les plaines du Nord. Mais un indice fondamental persiste à travers les siècles, l'élevage porcin. Le porc domestique, animal commun, est devenu le code culturel qui a uni des tribus disparates, dès le néolithique, devenant leur emblème. La linguistique ne fait qu'ajouter à la confusion. La langue chinoise n'est pas un phénomène isolé, mais fait partie d'un vaste arbre dont les branches s'étendent jusqu'au Tibet et à la Birmanie. Il ne faut cependant pas confondre langue, ethnie et culture. Les origines de ce peuple demeurent un mystère, et les réponses ne se trouvent pas dans des manuscrits poussiéreux, mais profondément enfouis sous terre, dans des strates archéologiques encore inexplorées. Durant la période féodale, un paysage bien différent du nôtre se dévoile. La Chine ancienne n'était pas un bloc monolithique, mais un archipel de petites principautés, perdues au milieu d'immenses marécages et de forêts impénétrables. Les plaines arides d'aujourd'hui étaient jadis un royaume d'eau. Le fleuve jaune, le Huanghe, se comportait comme une divinité capricieuse. Il changeait sans cesse de cours, transformant les terres fertiles en marais salants. Là où bourdonnent aujourd'hui les mégapoles, tigres et léopards erraient jadis. Et la légende raconte que des dragons de tonnerre habitaient les lacs brumeux. Pour créer la civilisation, les hommes durent déclarer la guerre à la nature elle-même, incendiant les jungles et remodelant littéralement le paysage à la main. Mais le plus grand mystère demeure celui des barbares. On a l'habitude de les imaginer vivant au-delà de la Grande Muraille. En réalité, les tribus sauvages, des Rongs et des Di, vivaient en plein cœur du pays. Elles étaient partout. Tandis que le Fils du ciel s'efforçait de maintenir un pouvoir nominal, les barbares incendiaient les portes des capitales et kidnappaient les ambassadeurs. Il ne s'agissait pas de cavaliers rapides, mais de guerriers forestiers qui combattaient à pied et connaissaient chaque sentier secret à travers les marais. La Chine antique ressemblait à une forteresse assiégée où les 4 mers de barbares léchaient les portes du palais. C'est dans ce chaos que se forgea la grandeur du futur empire. Oubliez la Grande Muraille, elle n'existait tout simplement pas à cette époque. Les tribus sauvages des Rongs et des Di ne vivaient pas au-delà de l'horizon, mais au cœur même du pays. La Chine antique ressemblait à une forteresse assiégée où les barbares incendiaient les portes des capitales et où leurs sentiers secrets traversaient des forêts denses et des marécages mortels grouillant de loups. C'est dans ce creuset de chaos que se forgea la grandeur du futur empire. Prenons l'exemple de l'État Jin. Pour survivre et prospérer, ses dirigeants prirent une mesure que beaucoup considérèrent comme une folie. Ils s'allièrent par mariage avec l'ennemi. Le prince Xian et le grand hégémon Wen épousèrent les filles des chefs Di. Ces mariages n'étaient pas motivés par l'amour, mais par un calcul stratégique impitoyable. Un problème surgit alors. Les barbares combattaient à pied dans d'étroits cols montagneux, où les lourds chars de la noblesse chinoise n'étaient plus que des tas de bois inutilisables. L'impensable se produisit alors. Les fiers aristocrates reçurent l'ordre de mettre pied à terre. La transformation tactique fut difficile, mais c'est précisément cette métamorphose de cavaliers d'élite en fantassins qui fit des Jin les maîtres des cols du Nord. Pendant que certains combattaient, d'autres construisaient. Pour consolider leur succès, les Chinois entreprirent de transformer la nature elle-même. De vastes marécages furent asséchés, des canaux de plusieurs centaines de lits de long creusés, métamorphosant les marais salants en vallées luxuriantes. C'était une véritable guerre économique. L'État de Qin, par exemple, mit en œuvre des projets d'irrigation gigantesques pour éradiquer la famine et devenir plus riche que tous ses voisins. Parallèlement,
des murailles commencèrent à s'élever à travers le pays. Il ne s'agissait pas encore de la Grande Muraille, mais d'un réseau de fortifications locales isolant les rivaux et protégeant les terres cultivées des raids des loups, nom donné alors aux guerriers des forêts. Mais derrière ce succès apparent se cachait une corruption interne. 6 puissants clans émergèrent au sein du Jin. Tandis que le souverain luttait pour conserver un pouvoir au moins nominal, ces familles s'affrontaient violemment. Finalement, la principauté unifiée fut tout simplement déchirée, donnant naissance à 3 nouveaux États, Han, Wei et Zhao. Le plus ironique est que ce furent précisément ces régions périphériques, considérées comme semi-barbares au centre du pays, qui devinrent le moteur de l'unification. Elles s'approprièrent la culture, établirent des frontières et recrutèrent des milliers d'étrangers. Tandis que l'ancienne aristocratie se vantait de rites ancestraux, une force implacable naissait à la périphérie qui allait bientôt tout engloutir et créer la première véritable Chine. Tandis que l'ancienne élite suffoquait dans ses intrigues, un véritable prédateur se développait à l'ouest. L'État de Qin avait longtemps été considéré comme un coin reculé de la civilisation, mais c'est là que se forgeait la machine de destruction. Tandis que d'autres s'adonnaient à la noblesse et aux duels de chars chevaleresques, Qin misait sur une discipline de fer et une infanterie massive. C'était une guerre d'un genre nouveau, l'anéantissement total. Terrifiés, les voisins surnommaient Qin « bêtes sauvages ». Et pour cause, partout où leur régiment marchait, leurs boucliers baignaient littéralement dans des rivières de sang. La Chine de cette époque était devenue un immense échiquier. Des alliances complexes, nord-sud et est-ouest, se formèrent. Certaines visaient à contenir l'agresseur, d'autres à survivre aux dépens de leurs voisins. Mais les Qin agirent méthodiquement. Ils commencèrent par s'implanter dans des régions stratégiques du sud, s'emparèrent du Sichuan et en firent leur principal arsenal. Lorsque le jeune et déterminé Ying Zheng monta sur le trône, la machine de guerre s'emballa. En seulement 10 ans, il raya 6 grands royaumes de la carte. L'ancien monde féodal s'effondra, laissant place au premier empire de l'histoire. Ying Zheng prit le nom de Qin Shi Huangdi, le premier empereur. Les historiens le qualifieraient même plus tard de tyran et de fou pendant des siècles, mais la réalité était bien plus intéressante. C'était un bourreau de travail fanatique. Il examinait personnellement chaque jour des montagnes de rapports pesant des dizaines de kilos. Il ne se contentait pas de conquérir des terres, il les réorganisait. Au lieu de distribuer des fiefs à ses proches, il instaura une hiérarchie rigide et verticale. Des lois uniformes, une écriture uniforme et même une longueur d'essieu uniforme pour les chariots, afin qu'ils puissent emprunter n'importe quelle route du pays sans encombre. Il repoussa les nomades au cœur de la steppe et entreprit la construction de la Grande Muraille, unifiant les fortifications éparses en un seul rempart. Il créa des routes de 50 pas de large, creusant littéralement les montagnes. Shi Huangdi voulait transformer les tribus disparates en un seul peuple. Il s'entoura de mysticisme et de mystère, devenant une figure quasi divine pour ses sujets. Et bien que son règne personnel n'ait duré que 11 ans, les fondements même de la Chine furent posés alors par l'acier, le sang et la volonté inflexible d'un seul homme. Après la mort du premier empereur, la Chine faillit s'effondrer. Les héritiers de Qin Shi Huang se révélèrent faibles, et le trône revint à un ancien aventurier, Liu Bang, fondateur de la dynastie Han. Mais un problème de taille se posait. Pour l'emporter, il devait distribuer des terres à ses généraux. L'empire devint ainsi une poudrière. Ces nouveaux petits rois complotèrent, s'allièrent aux nomades et attendirent le moment propice pour trahir le gouvernement central. L'unité de la Chine ne tenait plus qu'à un fil. Tout bascula lorsque le jeune empereur Wu, âgé de 16 ans, accéda au pouvoir. Il régna pendant plus d'un demi-siècle et devint un véritable cauchemar pour tous ceux qui étaient habitués à la liberté. Wu Di agit avec ruse,
Au lieu de procéder à des décapitations immédiates, il promulgua une loi de partage des héritages. Les terres des vassaux furent ainsi divisées entre leurs fils, transformant de vastes domaines en minuscules potagers. Ceux qui résistaient encore étaient surveillés par des limiers, des espions officiels, prêts à dénoncer le moindre soupçon de trahison. Un seul faux pas, et le prince rebelle était contraint au suicide, sa famille exterminée. Mais les ennemis intérieurs ne représentaient que la moitié du problème. Au nord, les Xiongnu, les féroces nomades des steppes, exerçaient une pression constante. L'empereur Wu comprit que la défense ne suffisait plus. Il envoya ses émissaires au cœur de l'Asie, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir la route de la soie. Sa cavalerie, sous le commandement du légendaire Huo Kubing, mena des raids audacieux sur des milliers de kilomètres, incendiant littéralement les repères des barbares. Les drapeaux chinois flottaient sur Fergana, la Corée et les contreforts des monts Altaï. La guerre exigeait des sommes astronomiques. L'empereur s'attaqua donc aux plus riches. Il nationalisa la production de sel et de fer, les transformant en monopole d'État. Les marchands qui tentèrent de profiter de la famine furent ruinés. Ceux qui dissimulèrent leurs profits furent condamnés aux travaux forcés. L'empereur Wu instaura un système de commerce équilibré, selon lequel l'État achetait lui-même des marchandises afin de fixer les prix sur le marché. Désormais, chaque cuivre de l'Empire contribuait à la puissance de l'armée. Ce fut une ère de fer et de sang. En 50 ans, Wu Ti transforma un ensemble de provinces disparates en un État monolithique qui perdura pendant 4 siècles. Il ne se contenta pas de préserver l'héritage de ses ancêtres. Il forgea une Chine nouvelle, devant laquelle le monde entier trembla. Mais l'ordre inflexible de Wu Di avait un prix. L'empereur ne se contentait pas de gouverner, il remodelait la société elle-même. Joueurs, chasseurs et oisifs se retrouvèrent soudain avec 2 options, le travail forcé ou l'achat d'un statut social à prix d'or. Le trésor de Shanglin regorgeait de l'or des riches qui achetaient littéralement le droit d'être considérés comme respectables. Wu Di transforma le commerce en monopole d'État et les anciens esclaves en porteurs de céréales non rémunérées. Toutes les ressources de l'Empire furent englouties dans la course à l'expansion territoriale. L'expansion était en cours sur tous les fronts. Au nord, des centaines de milliers de colons appuyés par l'armée construisaient la Grande Muraille, tandis que de nouvelles préfectures surgissaient les unes après les autres dans les contrées sauvages du Gansu et de la Mandchourie. Ce projet de construction était d'une ampleur incroyable. Le seul canal dans le méandre du fleuve Jaune engloutit 1 milliard de pièces d'or. Pour irriguer les steppes arides, les ingénieurs créèrent un système unique de canaux-puits, reliant de profonds puits souterrains. L'empereur visitait personnellement les barrages et transportait des fagots de bambou avec ses soldats lorsque le fleuve menaçait d'anéantir le fruit de leur labeur. En ces années-là, la puissance des Han semblait sans limite. Cependant, derrière la splendeur éblouissante des palais de jade se cachait une paranoïa sanglante. Wu Di, qui rêvait d'un statut divin, devint l'otage de ses propres peurs. Dans sa quête de sorciers et de conspirateurs, il condamna son fils bien-aimé à mort et n'épargna même pas ses petits-enfants. Il forgea un grand État, mais ne créa jamais un système capable de lui survivre. Après sa mort, l'Empire devint le théâtre d'interminables querelles de clans. L'ère des impératrices douairières était arrivée. Des nourrissons étaient délibérément placés sur le trône afin que de puissants régents puissent piller le pays en toute impunité. La cour était devenue un nid de vipères, où les intrigues et les complots des eunuques décidaient du sort des provinces. Tandis que l'élite se vautrait dans le luxe, le peuple sombrait dans la misère. Les vastes domaines des riches étouffaient les paysans, les privant du moindre morceau de pain. Lorsque la révolte des turbans jaunes éclata, l'État, jadis monolithique, s'effondra. La machine grandiose, forgée de fer et de sang, finit par se bloquer,
ne laissant derrière elles que des ruines et le souvenir d'une grandeur perdue. Les économistes de l'empereur Wu, voyant le pays s'effondrer, tentèrent de le sauver en interdisant la conversion des profits du commerce en vastes domaines. Mais au palais, les idéalistes l'emportèrent sur les pragmatiques. Le conseiller Dong Zhongshu persuada le trône de revenir à la sagesse des ancêtres, ce qui, en réalité, n'eut pour effet que d'accroître le nombre d'esclaves et la pauvreté généralisée. Puis entra en scène Wang Mang, un idéaliste sur le trône, déterminé à redresser l'empire par des interdictions. Il déclara toutes les terres domaines royaux et les esclaves subordonnés personnels. Mais la réalité se révéla plus forte que les édits. L'économie stagna et les réformes restèrent lettre morte. C'était comme si la nature avait décidé d'achever ce que les hommes avaient commencé. En l'an 3 avant Jésus-Christ, une terrible sécheresse s'abattit sur le pays. Des hordes de vagabonds dansaient avec extase sur les routes, implorant la déesse de la peste. La situation s'aggrava. En l'an 11, le fleuve jaune rompit ses barrages, emportant des provinces entières. 3 ans plus tard, une famine si terrible s'abattit que les chroniques rapportent des cas de cannibalisme. De ces cendres surgirent les sourcils rouges, des bandes d'hommes désespérés qui décimèrent littéralement l'armée de Wang Mang. La dynastie s'effondra et le gouvernement Han restauré fut bientôt plongé dans le sang de la révolte des turbans jaunes. La Chine fut divisée en 3 royaumes légendaires. Étonnamment, tandis que le centre se dégradait, l'histoire s'écrivait à la périphérie. Le légendaire chef militaire Ban Chao, agissant à ses risques et périls, sans soutien ni contrôle, s'empara du bassin du Tarim. Une poignée d'âmes courageuses, ne comptant que sur le prestige du mot chinois, conquirent Kashgar et Khotan, prenant le contrôle de la route de la soie. La civilisation chinoise se révéla plus résiliente que n'importe quel État. Les dynasties Sui, Tang et Song se succédèrent, mais l'idéal d'unité triompha toujours du chaos. Tout commença à une époque où l'art de la charrue n'existait pas encore et où l'on survivait en pleine nature. Les premiers agriculteurs façonnèrent littéralement la terre à partir de la nature, utilisant le feu pour défricher les pentes et l'eau pour lutter contre les mauvaises herbes. Ils croyaient en un laboureur divin et dansaient au son de tambours d'argile pour implorer une bonne récolte. C'est au sein de ces petites communautés que se forgea la volonté même qui allait plus tard transformer les tribus en une nation monolithique. Même lorsque les empereurs perdirent leur pouvoir et que les palais furent réduits en cendres, ce fondement demeura inébranlable, permettant à la Chine de renaître de ses cendres à chaque fois. Contemplez ces minuscules parcelles de terre, cernées par une végétation dense. Tandis que les premières communautés chinoises luttaient littéralement pour survivre face à la nature, au-delà des limites de leurs champs, dans les forêts épaisses et les marais, rôdaient ceux qu'ils appelaient les barbares. Ce n'est pas seulement une histoire d'agriculture, c'est le récit d'une lutte pour la survie face à une multitude d'ennemis. Pour survivre, les paysans transformèrent leurs villages en véritables bastions. C'est ainsi que naquit la caractéristique unique de la Chine, le village, régi par les lois de la cité fortifiée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les champs chinois ressemblent à des jardins soignés? Le secret réside dans le fait que leur principal outil n'était pas une lourde charrue, mais une simple houe. Sur de minuscules terrasses aménagées à flanc de collines, un jeu complexe se jouait. En haut, juste devant les maisons, vergers et mûriers fleurissaient. Juste en dessous s'étendaient les champs de chanvre, domaine des fileuses. À cette époque, un morceau de soie ou de lin valait plus que l'or car il servait de monnaie. Et tout en bas, dans les plaines humides, les hommes se battaient jusqu'à l'épuisement pour du riz et du millet. Le millet était même vénéré comme un dieu, car c'était la seule chose qui les sauvait de la famine. La vie dans ces communautés était extrêmement rude. Les gens se blottissaient dans des grottes de l'os ou de fragiles huttes d'adobe
qui se fissuraient sous la chaleur et fondaient littéralement sous les pluies torrentielles. À l'intérieur, l'obscurité était permanente, avec pour seule lumière une étroite fenêtre orientée au sud. Mais même une telle hutte était considérée comme un lieu sacré. On franchissait le seuil avec une vénération quasi mystique, croyant que l'esprit du tonnerre, porteur de bonne fortune, se cachait dans le coin derrière la porte. Mais le plus frappant était le mur invisible qui séparait les hommes et les femmes. Ils vivaient dans deux mondes distincts, séparés par les tabous les plus stricts. Même la légende du tisserand et du berger, prisonniers de part et d'autre de la Voie lactée, est née de cette division. Un mariage dans la Chine ancienne ressemblait à une opération diplomatique complexe impliquant des entremetteurs et des haches rituelles. Pour fonder une famille, une jeune fille devait rompre définitivement les liens avec sa famille et partir pour un village étranger, où un labeur sans fin l'attendait sous la surveillance d'inconnus. Ainsi, par un labeur acharné et la foi dans le divin laboureur, la volonté de toute une nation s'est forgée. Ce fondement s'est avéré si inébranlable que même lorsque les palais impériaux étaient réduits en cendres, le village chinois renaissait invariablement de ses cendres, préservant le rythme ancestral de la vie dans chaque parcelle de terre. Dans la Chine ancienne, votre identité personnelle n'avait aucune importance. Seul votre nom et votre genre vous définissaient. Les liens du sang étaient considérés comme fragiles, car le sang s'érode avec le temps, mais l'appartenance à un clan était éternelle et indissociable. Dans ce système, les identités individuelles n'existaient pas. Le mot « mère » ne désignait pas la femme qui vous avait donné naissance. C'était un titre honorifique pour tout un groupe de femmes respectées de votre génération. Tous les hommes étaient vos pères, tous vos pères vos frères. Vous faisiez partie d'un organisme collectif, où même la mort d'un chef n'était pas perçue comme une perte, car sa place était immédiatement prise par le suivant, comme si de rien n'était. Mais comment ces communautés hermétiques ont-elles pu éviter de dégénérer? Le seul lien qui les unissait était le mariage, qui s'apparentait davantage à une opération diplomatique. Il ne s'agissait pas d'une histoire d'affection, mais d'un pacte entre rivaux, scellé par des otages vivants. Les familles échangeaient leurs filles et leurs fils pour créer un lien indissoluble. Une épouse, même dans une autre famille, restait une représentante de son clan, une rivale éternelle et simultanément une garante de la paix. Les époux prêtaient serment d'allégeance, reprenant les mêmes formules que les guerriers avant une bataille décisive. Dans les villages chinois, loyauté familiale et fraternité guerrière étaient indissociables. Ce mode de vie austère était bouleversé 2 fois par an par de puissantes explosions d'émotions. Au printemps et en automne, lorsque la nature se métamorphosait, les paysans s'affranchissaient des tabous ancestraux. Commençait alors le temps des grandes compétitions saisonnières. Les jeunes se rassemblaient sur les rives des fleuves, se livrant à des duels poétiques et à des combats rituels pour les fleurs. Ces moments étaient des orgies et des communions où naissait une nouvelle unité à travers le chant et la danse. Mais dès l'arrivée du froid, les hommes s'enfermaient dans leurs maisons communes, se séparant des femmes. Dans ces saisons mortes, sous le givre crépitant, se forgeait une volonté d'acier et une hiérarchie inflexible, celles-là même qui permirent à la civilisation chinoise de renaître de ses cendres, même lorsque les palais impériaux furent réduits en cendres. Lorsque le gel hivernal s'abat sur la Chine, la vie s'arrête littéralement. Ce n'est pas seulement le froid, c'est une parenthèse sacrée. Les anciens paysans croyaient que la terre avait besoin d'un calme absolu et ils invoquaient la nature. Animaux, ne bougez pas, eau gelée dans les profondeurs. À cet instant, la loi de l'isolement total s'appliquait. Si l'on laissait un bœuf au champ et qu'on le prenait, c'était de sa faute, car l'hiver brise les liens entre les hommes. Les hommes se retiraient dans leur maison commune, se séparant des femmes, pour forger dans le silence et l'enfermement la hiérarchie même qui deviendrait plus tard le fondement de l'Empire. Une volonté d'acier naissait dans ces abris,
au milieu du crépitement du gel. Mais dès que la glace se brisa, la folie s'empara des cœurs. Les festivités printanières se muèrent en une extase collective. Des témoins oculaires décrivirent les participants comme possédés par une divinité. On revêtait des peaux de léopard, on buvait du vin à profusion et l'on rivalisait de frénésie pour dépenser tous ses biens le plus rapidement possible. Ce n'était pas de la folie, mais un pari audacieux sur l'avenir. Ils croyaient, plus on donne aujourd'hui, plus le destin sera généreux demain. Dans ces orgies, au milieu des chants et des danses, une nouvelle unité naquit. Les événements les plus fascinants se déroulaient près des rivières. Les jeunes gens traversaient les torrents glacés à demi nus, persuadés que l'eau froide canalisait les âmes de leurs ancêtres en quête d'incarnation. C'est de ces joyeuses fêtes villageoises que naîtraient plus tard les grandes cités. Le château du prince n'était qu'une évolution du lieu sacré où jadis les paysans dansaient. Le pouvoir du souverain était considéré comme un prolongement de la terre elle-même. Si une montagne s'effondrait ou si une rivière s'asséchait, cela signifiait une chose: le pouvoir magique du souverain était épuisé et son heure était venue. Les racines des grandes dynasties plongent dans un mysticisme profond. Un héros serait né d'un œuf d'hirondelle avalé, un autre d'une graine de bananier. Ces légendes ont cimenté le droit de régner par un lien avec un totem. Ainsi, au rythme des saisons et au cœur d'un chaos rituel, une civilisation s'est forgée, capable de renaître de ses cendres, même lorsque les palais impériaux étaient réduits en cendres. Pour conserver leur pouvoir, les anciens rois de Chine mangeaient littéralement des dragons. Il ne s'agit ni d'une métaphore ni d'un conte. À cette époque, on croyait que la chair de la bête mythique était le seul moyen de nourrir leur pouvoir magique et de prolonger le mandat céleste. Mais d'où venait cette obsession? Tout commença par le sang. Un ancêtre de la grande dynastie Xia se transforma en dragon, après que son corps fut rituellement démembré. Dès lors, les dragons devinrent les ombres des empereurs. Ils apparaissaient dans les fleuves lorsque le pouvoir était à son apogée et disparaissaient lorsque la lignée déclinait. Certaines familles se consacraient même à l'élevage de ces créatures, de génération en génération, pour servir les besoins de la cour. Mais la magie ancienne ne se limitait pas aux écailles et aux flammes, elle se dissimulait dans les fleurs les plus simples. Dans le royaume de Zheng, on croyait que l'âme d'un être était indissociable d'une orchidée. Le prince Mu était persuadé que sa vie coulait dans la tige de la fleur, et lorsqu'on coupait l'orchidée, il mourait sur le coup. Pour ces gens-là, nom, talisman et vie ne faisaient qu'un. Les événements les plus marquants se déroulaient au printemps. Lorsque les rivières débordaient, on parlait de bataille sexuelle entre dragons. Pour faire venir la pluie, des foules de jeunes gens se livraient à de véritables orgies sur les berges, imitant les mouvements des serpents mythiques. C'était un chaos sacré, d'où naissait l'ordre. À l'origine, les femmes détenaient les clés de cette magie. Les grandes ancêtres étaient au cœur du culte. Mais les hommes convoitaient ce pouvoir. Pour s'emparer de la nature, ils eurent recours à des mesures extrêmes. Les forgerons de l'Antiquité croyaient que le feu seul ne suffisait pas à forger une épée ou un trépied divin. Le forgeron jetait alors sa propre femme dans la fournaise, la sacrifiant à l'esprit du métal. Même le grand Yu, fondateur de la civilisation, transforma son épouse en pierre pour achever ses œuvres mystiques. Il dansa sur une jambe, imitant l'oiseau tonnerre unijambiste, et ce pas devint un rituel de soumission aux éléments. Ainsi, par de cruels sacrifices et des danses rituelles, le pouvoir passa des mains des mères à celles de chefs autoritaires qui se proclamaient à la fois pères et mères de leur peuple. Un pont vivant entre ciel et terre fut bâti sur les cendres et le sang. Wang Di ne se contentait pas de régner, il commandait la foudre. Mais le chemin vers la domination absolue passait par des montagnes d'ossements et l'éclat du métal en fusion. Son principal adversaire était Shiyu,
une créature cauchemardesque à tête de taureau et au front de fer. La légende raconte que ses os étaient faits de cuivre et qu'il se nourrissait de minerais bruts. Ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était une bataille entre fraternités magiques où chaque pas était accompagné d'une danse rituelle. Tandis que Chiu déchaînait un brouillard impénétrable et inondait les vallées de pluie, Huangdi invoqua le dragon Ying et la sécheresse elle-même à son secours. Au moment décisif, l'empereur jaune sonna du corps, libérant le cri d'un lézard céleste, et ce son brisa littéralement la volonté du rebelle. La tête de Chiu fut tranchée et hissée sur une bannière, transformant le symbole de la terreur primordiale en talisman principal du nouveau pouvoir. En ces temps-là, le monde était gouverné par ceux qui maîtrisaient les flammes. Les forgerons n'étaient pas de simples artisans, mais une caste fermée de magiciens, gardiens des secrets de l'univers. Leur danse, où ils arboraient des masques de hibou et de taureau, dictait le lever du soleil et le calme du vent. Toute la puissance de l'Empire reposait sur des artefacts mystiques. Des épées de dragon scintillaient dans l'eau comme des éclairs, et des trépieds de bronze protégeaient l'esprit même du clan. Pour confirmer son titre de fils du ciel, le chef devait subir une terrible épreuve, la boisson de la longue nuit. Ce fut un marathon sanglant et insoutenable qui dura 12 jours. Une peau de cuir imbibée de sang humain était suspendue au centre du festin. Elle symbolisait le ciel lui-même. Le roi devait décocher une flèche dessus, simulant la foudre. Si la flèche atteignait sa cible et que le sang arrosait le souverain, cela signifiait sa renaissance divine. Mais malheur à celui dont la main tremblait. Le ciel punissait sans pitié les magiciens indignes. Leurs corps étaient réduits en cendres pendant le rituel. Ainsi, par des meurtres rituels et des concours mystiques, un nouvel ordre naquit. Le pouvoir cessa d'être électif et commença à se transmettre de père en fils, scellant le droit d'effort pour des siècles. Derrière chaque trône d'or se tenait désormais non seulement la loi, mais aussi l'ombre de l'ancien forgeron dont le marteau avait forgé cette histoire sanglante. Tout ce que nous appelons civilisation est né de ces ténèbres, où la voix de l'empereur résonnait plus fort que le tonnerre. Dans la Chine antique, le pouvoir ne se transmettait pas, il se volait à la mort elle-même. Lorsque l'empereur Shun monta sur le trône, son premier acte fut d'ouvrir les 4 portes de sa capitale, non pour accueillir des hôtes, mais pour expulser la souillure. 4 monstres, dont les vertus avaient été anéanties, furent bannis aux confins de l'univers. Parmi eux se trouvait Trimiao, le démon ailé, et Gun, père du grand Yu, qui, après son exécution, se transforma en tortue à 3 pattes, ou, selon d'autres légendes, en ours. Pour réinitialiser le cours du temps et accueillir une nouvelle année, il ne suffisait pas d'une danse, mais d'un sacrifice de sang. Un officiant, vêtu d'une peau d'ours et portant un masque à 4 yeux, tournait en rond avec un bouclier et une lance, tandis que la population était cantonnée aux portes de la ville. On croyait que seul ce moyen permettait de démanteler l'ancien ordre décrépit. Même à l'époque de Confucius, on pensait que pour qu'un dirigeant accède au pouvoir, les membres d'un danseur rituel devaient être jetés hors de la ville. Ceux qui donnaient leur vie pour le changement d'air étaient appelés zhang, des exilés, laissant la place aux plus forts. Mais la bataille la plus féroce se livrait au sein même de la famille. Dans l'Antiquité, père et fils étaient considérés comme porteurs d'esprits hostiles et opposés. Si l'un était un saint, l'autre était automatiquement perçu comme un monstre. Pendant des siècles, le pouvoir a été transmis au gendre ou au neveu, reléguant le fils naturel dans l'ombre. Pour briser cet ordre matriarcal et obtenir des droits de sang, les prétendants devaient se soumettre à des rituels terrifiants. L'épreuve du cannibalisme fut le scellement final de la naissance des grandes dynasties. Envie de prouver que vous possédiez la vertu de vos ancêtres? Buvez une décoction préparée avec le corps de votre père ou de votre fils. Le fondateur de la dynastie Zhou, le roi Wen,
s'y adonna sans sourciller. Gaozu, le premier empereur des Han, se prépara au même rituel face à un ennemi. Dévorer la chair d'un parent signifiait absorber son essence magique, unir les énergies du ciel et de la terre. Ainsi, le souverain devint un dompteur du chaos. Il s'aventurait dans les marais sauvages, capturait des crocodiles divins pour en faire des tambours de guerre et dévorait les démons de la sécheresse, s'emparant de leur pouvoir. Les âmes des bêtes captives rugissaient sur ses bannières et chaque coup de marteau du forgeron antique se mêlait au grondement des chants rituels. La civilisation ne naquit pas par hasard. Elle fut forgée dans le feu et la folie, là où la voix de l'empereur devait résonner plus fort que le tonnerre lui-même. En ces temps-là, le pouvoir n'était pas un simple décret. Il était magie et volonté pure. Lorsqu'un chef étendait la peau d'un crocodile divin sur un tambour de guerre, il s'appropriait la réalité elle-même. Mais comment contenir ce chaos primordial? Dans l'Antiquité, vendetta et mariage sacré étaient intimement liés, instaurant un équilibre fragile. On ne pouvait pas simplement anéantir un ennemi s'il portait le même nom de famille. Tuer un parent était considéré comme le comble de l'indécence, car les esprits des ancêtres sont liés à jamais au champ. Pour qu'une véritable civilisation puisse émerger, un souverain devait transcender la morale et désigner ceux qu'il pouvait éliminer. Les véritables lois ne furent pas forgées dans le calme des palais, mais dans les marais et les forêts sauvages où vivaient les barbares. Là, point de règle, seule la loi du plus fort régnait. Les premiers codes furent gravés sur des trépieds de bronze coulés dans les gorges des montagnes. Pour le chef, un barbare n'était pas un homme, mais une proie. Les étrangers étaient traqués comme des bêtes, et la danse triomphale du vainqueur s'achevait toujours par un festin macabre. Avant la bataille, on invoquait les dieux avec le sang, prélevé des oreilles des captifs à l'aide de couteaux à pointe évasée. En dévorant la chair d'un ennemi lors d'un festin cannibale, le chef absorbait littéralement leur pouvoir, effaçant les frontières entre les mondes. Ainsi naquit un nouvel ordre féodal. Le conflit cessa d'être une simple querelle de voisinage. Il se mua en une soif de domination absolue. Désormais, au lieu de la paix et des échanges d'épouses, les dirigeants recherchaient l'absorption totale de leurs rivaux. Mais l'arme la plus insidieuse n'était pas l'acier, mais la générosité. Dans ce monde cruel, chaque don était un piège. Accepter un don qu'on ne peut rembourser avec intérêt, c'est accepter volontairement le joug. Considérez comment le clan Tian s'est emparé d'un État entier en contournant le système de la dette. Ils ont distribué des quantités colossales de céréales au peuple et n'ont exigé qu'une infime partie en retour. Il ne s'agissait pas de générosité, mais d'une stratégie d'asservissement total. Leurs greniers regorgeaient de richesses et leur harem était ouvert aux serviteurs fidèles pour engendrer de nouveaux vassaux. Celui qui donne le plus, celui qui est prêt à risquer toute sa fortune, finit par s'emparer de l'âme même du peuple. Un souverain n'est pas celui qui amasse des richesses, mais celui qui dispense des présents si somptueux que le monde entier se sent redevable envers lui. Ainsi s'est forgée une hiérarchie de prestige, où chaque geste, chaque coup porté, déterminait qui deviendrait un dieu et qui ne serait qu'une ombre dans sa suite. Dans un monde où chaque geste d'un dirigeant est un investissement dans la loyauté d'autrui, l'édifice même du pouvoir est devenu un théâtre sacré. Les bannières familiales d'antan, qui unissaient jadis les égaux, sont devenues de froids symboles de rang et d'honneur. La société a cessé de rechercher un équilibre des pouvoirs. Elle aspire à la concentration ultime de la puissance. Ainsi naquit la cité souveraine. Dans l'Antiquité, le prince n'était que le premier des laboureurs. Il s'aventurait lui-même dans les champs sous un soleil de plomb, invoquant les esprits du feu et de la moisson. Son pouvoir reposait sur les rythmes mystiques des saisons et des taureaux sacrificiels, noirs pour l'eau et rouges pour la flamme.
Mais derrière cette façade pastorale se cachaient de sombres ombres. Le grand forestier, chef de la chasse royale, ne se contentait pas de traquer le gibier. Il s'assurait du dernier souffle des souverains défunts, de peur que leurs âmes ne se transforment en bêtes sauvages. Cet homme bénéficiait de privilèges terribles et sanglants. C'était lui qui exécutait les proches des criminels et qui endossait la responsabilité de tous les maux et erreurs de la principauté. Lorsque les petits fiefs cédèrent seule la place au grand despotisme, le paysage lui-même se transforma. La fondation d'une ville devint un rituel magique complexe. Le fondateur passait des heures à observer les ombres, à calculer l'équilibre du yin et du yang, à scruter le cours des rivières et le mouvement des astres. Des murs étaient érigés en terre battue, au rythme incessant des tambours. Le chant des ouvriers, à cet instant précis, était le principal talisman. On croyait que toute parole malveillante ou grossièreté pouvait porter malheur aux fortifications. Le lieu le plus sacré et le plus dangereux étaient les portes de la ville. Pour les rendre magiquement impénétrables, les têtes tranchées des ennemis vaincus y étaient enterrées. Des trophées et des crânes de traîtres étaient exposés sur les tours et les cadavres des captifs pendaient aux murs. La ville respirait littéralement cette cruelle sainteté. En son cœur même, entre l'autel de la terre et le temple des ancêtres, se jouait le destin des nations. L'autel était toujours carré, à l'image de la terre elle-même, et le prince recevait de son suzerain une poignée de terre colorée, symbole de son droit inviolable à la vie et à la mort. À l'intérieur de ces murs, même l'orientation des fenêtres déterminait le sort éternel de chacun, car le palais du souverain était toujours orienté plein sud, imposant sa volonté au monde entier. Dans la Chine ancienne, l'architecture n'était pas un art, mais un instrument de domination. Le palais du souverain était toujours orienté plein sud, et ce n'était pas un hasard. Le pouvoir s'exerçait littéralement à l'horizon. La salle de réception, surélevée au-dessus de la cour, devenait le théâtre d'un spectacle de soumission absolue. Le maître de maison recevait ses invités face au soleil, tandis que le vassal, figé au pied de l'escalier, était contraint de se tourner vers le nord dans une posture de soumission. Même dans la plus humble demeure, le chef de famille était considéré comme le maître, jusqu'à ce qu'il franchisse le seuil de la maison du souverain. Mais derrière ces cérémonies se cachait une force terrifiante. Le prince ne se contentait pas de régner. Il était le centre mystique de son domaine. Sa santé déterminait directement la récolte du millet et la fertilité de son bétail. Dans l'Antiquité, on appelait cela le Dao De, un pouvoir spécial transmis du souverain à ses sujets comme une contagion sacrée. Si les pensées du prince étaient pures et sincères, ses chevaux galopaient plus vite que le vent. Mais si son esprit faiblissait, les sources se tarissaient et les étoiles commençaient à tomber du ciel. Il était prisonnier de son statut. Au printemps, il était le premier à labourer la terre et en cas de défaite, il était contraint de boire de la bile pour redonner courage à ses guerriers. Le souverain dévorait littéralement les saisons pour maintenir l'équilibre. Au printemps, il mangeait de l'agneau pour puiser l'énergie de l'Est et en hiver, il optait pour le porc, s'imprégnant de la puissance du Nord. Une erreur dans le menu rituel pouvait être fatale. On connaît l'histoire du prince Jin, qui rompit l'harmonie en décidant d'exterminer un clan entier. Au moment de goûter au pain de la nouvelle récolte, son corps ne put le supporter. Il mourut sur le coup sans même y avoir touché. Même la mort hantait le prince. Contrairement aux roturiers, dont l'âme se fondait dans la terre après leur dernier souffle, celle du chef était trop dense et pesante. Imprégnée d'essence et de mets exquis, elle se transforma en un puissant esprit ancestral. Pendant des siècles, cet esprit demeura dans le temple, exigeant des sacrifices et une implication dans les affaires des vivants. Et ce n'est qu'après de nombreuses générations, lorsque le nom du prince s'effaça enfin des mémoires,
que son âme rejoignit les rangs des forces impersonnelles, devenant partie intégrante de la terre même qu'il avait jadis gouvernée. Quand un être humain rend son dernier souffle, son âme se dissout en poussière sans laisser de traces. Mais pour un souverain, il en va autrement. Son âme, trop dense et pesante, imprégnée de l'énergie du pouvoir, se métamorphose en un puissant esprit ancestral. Avec le temps, cet esprit fusionne avec la terre elle-même, devenant une force immatérielle du sol. Il devient alors le grand ancêtre, un héros mythique qui dompta jadis les eaux et le feu. Ses héritiers croient qu'une énergie mystique particulière, le Deux, coule dans les veines du dirigeant. Elle est si puissante et contagieuse que le souverain est contraint de vivre dans un état de quarantaine éternelle et éblouissante. Les vassaux l'entourent comme un rempart vivant, protégeant le monde de l'aura destructrice de leur maître. Nul ne peut s'adresser à lui directement, seuls ceux qui se tiennent au pied du trône le peuvent. Le simple fait de le regarder est un risque mortel. Lever les yeux au-dessus du menton du prince est considéré comme insolent, baisser les yeux au-dessous de sa taille comme un signe de tristesse. Les serviteurs sont tenus de se laver les mains 5 fois par jour et de retenir leur souffle, de peur de souiller la pureté sacrée du souverain. Le prince lui-même est prisonnier de son rang. Il n'a pas le droit à la plaisanterie ni au jeu. Chacun de ces mots, même un simple « oui », change le destin d'États entiers. Ses pas sont mesurés au centimètre près, tandis que les serviteurs s'agitent comme des oiseaux en sa présence. Le prince, condamné par son prestige à une immobilité éternelle, est contraint de conserver une dignité quasi divine. Même la guerre, pour une telle noblesse, n'est pas un simple massacre, mais un rituel sacré complexe. Un recensement est perçu comme un acte sinistre, car contraindre les gens à combattre revient à défier le destin. Avant une campagne, les armes sont retirées des arsenaux avec appréhension, car elles renferment une force dangereuse, capable d'anéantir leurs propriétaires. Tandis que l'infanterie suffoque sous le poids de son équipement, les aristocrates s'avancent sur le champ de bataille, dans des chars ornés de lacs et d'ivoire. Il ne s'agit pas d'une simple bataille, mais d'un duel de prestige. Des ennemis qui se connaissent personnellement peuvent échanger des cruches de vin dans le feu de l'action ou céder le passage à celui qui paie une rançon honorable. Ici, le plus grand exploit n'est pas de tuer l'ennemi, mais de le surpasser en noblesse. Si le char ennemi s'embourbe, un guerrier peut s'abstenir de frapper, mais lui prodiguer des conseils pour s'en sortir, pour ensuite se moquer avec sarcasme de son incompétence. En ce monde, ce n'est pas celui qui verse le plus de sang qui gagne, mais celui dont la vertu se révèle inébranlable. À cette époque, la guerre n'était pas seulement un massacre, mais un théâtre sophistiqué de prestige. Le vainqueur n'était pas celui qui avait versé le plus de sang, mais celui dont la vertu était restée inébranlable. Voici un exemple. Un commandant interdit à ses fils de se retourner pour regarder un ennemi fuir. Pourquoi ? Parce qu'être témoin de la honte d'autrui est humiliant. Lorsque les fils se retournèrent enfin et crièrent le nom du fugitif, le père entra dans une rage folle. Il désigna simplement un arbre et dit « Vos cadavres resteront ici ». Le lendemain matin, c'est exactement ce qui arriva. L'ennemi les tua et les attacha à cet endroit précis. L'honneur, en ce monde, valait plus que la vie. La bataille est un étrange mélange de noblesse et du plus maléfique des enchantements. Les guerriers en char cherchent moins à tuer qu'à s'affirmer en humiliant leur père. C'est l'occasion de prouver la noblesse de leur lignée et de leur prince. Mais cette médaille a aussi son revers. Avant une campagne, le commandant devient littéralement un mort-vivant. Il accomplit un rituel macabre. Il se coupe les ongles des mains et des pieds, revêt une robe funéraire et quitte la ville par la porte nord, comme on transporte les morts au cimetière. Dès lors, il est dévoué à la mort et n'a plus le droit de se retourner. Son âme n'appartient plus qu'à la guerre. Mais le plus frappant, c'est l'éthique du combat lui-même. Le prince Xiang de Song
attendit un jour que l'armée ennemie traverse une rivière et se déploie pleinement pour la bataille. On lui conseilla d'attaquer tôt, profitant de la vulnérabilité de l'ennemi, mais il répondit « Un homme d'honneur ne frappe pas un adversaire en détresse ». Il attendit, fut vaincu et blessé, mais l'histoire lui pardonna tout pour son respect du code d'honneur. Ici, la victoire est une pente glissante. Une victoire trop éclatante pourrait vous valoir d'être exécuté par votre propre peuple, par crainte de votre influence. C'est pourquoi les généraux avisés préféraient des succès plus modestes. Quant aux vaincus, ils se présentaient aux vainqueurs torse nu, menant un bélier en laisse. C'était l'ultime soumission. Et si cet aveu était sincère, le vainqueur se devait de faire preuve de clémence. Après tout, en ce monde, le triomphe total est un pas certain vers sa propre chute. Dans la Chine ancienne, la guerre cessa d'être un jeu d'aristocrates pour devenir un véritable carnage. Les chevaliers défilaient en chars, comme lors d'une parade, observant des rituels sacrés. Mais la période des royaumes combattants changea tout. Désormais, les princes n'avaient eu plus besoin de faste, mais de terres, de ressources et d'esclaves. La guerre devint une force purificatrice qui, selon les souverains, faisait disparaître les hommes agités. Être capturé puis relâché était considéré comme un lâche, indigne de vivre. Perdre son étendard ou ne pas se sacrifier était passible de la peine de mort. Les nobles seigneurs furent remplacés par des aventuriers et des assassins dont le seul but était le pillage et l'annexion. Voyez comme le vieux monde s'effondre. En 307 avant Jésus-Christ, le souverain de la principauté de Zhao commit l'impensable. Il obligea ses vassaux à descendre de leurs chars et à revêtir les habits des barbares des steppes pour former des archers montés. Pour un chevalier de cette époque, se soumettre à cette coutume signifiait perdre son statut, mais pour la nouvelle armée, ce fut la clé de la domination. La victoire ne reposait plus sur les dieux, mais sur des spécialistes techniques, des maîtres d'engins de siège et des ingénieurs. Les captifs n'étaient plus libérés contre rançon, on commença à les exécuter par dizaines de milliers. La morale de l'honneur fut définitivement remplacée par le culte de la force brute. Mais le plus étonnant se produisit à la cour. Là, la guerre continuait, mais désormais comme un spectacle grandiose. Dans ce monde, les vêtements n'étaient pas qu'un simple tissu, ils représentaient littéralement l'âme. Se présenter au prince négligé revenait à admettre son manque de profondeur. Chaque détail, de la couleur de la robe au tintement des bijoux à la ceinture, devait obéir à un rythme strict. Même le tir à l'arc était devenu un ballet rituel mis en musique. Peu importait la précision si les mouvements n'étaient pas synchronisés avec le rythme du tambour. Si la flèche volait hors rythme, c'était la défaite, même en atteignant le cœur de la cible. Dans cette société, l'étiquette était un rempart contre le chaos. Chaque génuflexion, chaque geste mesuré était une question de survie dans un monde où la moindre erreur de protocole était fatale. Ici, même des ennemis jurés pouvaient échanger des vœux, dissimulant leur haine féroce derrière un masque de politesse parfaite, presque divine. Le destin d'une personne se jouait à sa démarche, à sa façon de s'incliner et à sa capacité à maîtriser ses émotions à temps. Dans la Chine ancienne, l'étiquette n'était pas qu'une simple politesse, c'était une véritable armure. Une révérence maladroite ou un faux pas pouvait être fatal. Là, les ennemis se souriaient, dissimulant leurs menaces derrière un masque de bonne manière. Mais l'arme la plus redoutable était la parole. Imaginez un dîner diplomatique où, au lieu de rapports arides, on chante des chants anciens. Mais ne vous y trompez pas. Derrière les vers innocents, évoquant des couples de pie, se cachent des complots et des appels au renversement du gouvernement. Lorsque le noble Boyu chanta un souverain dépourvu de bonté, son adversaire, Zhao Meng, comprit aussitôt. Il ne s'agissait pas simplement de poésie, mais d'une accusation de trahison. Dans ce monde, la poésie était un code. Si l'on ne parvenait pas à déchiffrer le sous-texte,
La défaite était inévitable. Une mauvaise interprétation d'un seul vers annonçait l'exécution et le déshonneur pour tout le clan. Votre éloquence a littéralement déterminé votre destin. Dans les cours de cette époque, les vassaux du prince en subissaient les conséquences les plus graves. Si leurs arguments s'avéraient faibles, les défenseurs étaient exécutés sur le champ et le souverain lui-même jeté en prison. Un vassal est la voix de son seigneur, et cette voix se devait d'être irréprochable. Rappelons-nous la rencontre légendaire des princes de Qi et de Lu. D'un côté se trouvait Confucius, géant de la pensée et maître du rituel. De l'autre, le rusé nain Yanzi, qui préférait les bouffons et les mercenaires. Lorsque les Qi tentèrent d'intimider leurs voisins au son des tambours et à coups de lance, Confucius se contenta d'un geste de la main. Son calme imperturbable et sa connaissance parfaite du protocole forcèrent l'agresseur à battre en retraite et à reprendre les terres conquises. L'étiquette triompha des armées. Mais que se passait-il si le conseiller était en désaccord avec le prince? Démissionner revenait à devenir un mort-vivant. L'exilé cessa de se couper les ongles, n'osa plus toucher sa femme et porta le deuil. C'était un ultimatum. Je me détruirai pour maudire vos décisions. Même le dîner était un terrain miné. Un noble connaissait des centaines de tabous. Il était interdit de manger de la cervelle de porc ou des rognons de chien. Le poisson était servi la queue en premier, mais strictement selon la saison. Le dos à droite en été, le ventre en premier en hiver. Une pastèque mal coupée pouvait sonner le glas d'une carrière politique. Dans ce monde, seuls ceux qui transformaient leur vie en une danse parfaite, quoique mortelle, survivaient. Même une simple pastèque, dans ce monde, était un marqueur social. Un courtisan se voyait servir le fruit équeuté, tandis que le peuple croquait l'écorce à pleines dents. À la table du chef, la vie devenait un supplice raffiné. Les mains ne devaient pas transpirer. La bouche ne devait pas esquisser de grimaces inutiles. Et le moindre bruit involontaire était considéré comme honteux. On était obligé de feindre de simplement goûter aux mets exquis, alors qu'en réalité, on pouvait mourir de faim. Dire « nous n'avons plus faim » n'était pas qu'une simple politesse, mais un rituel obligatoire, même si l'estomac était désespérément vide. Ici, la nourriture était l'équivalent de la loyauté politique. Un ressentiment mortel pouvait éclater pour un rien. Imaginez, un cuisinier sert du canard à ses vassaux au lieu du poulet exigé par leur rang, et les laquais s'emparent effrontément de la viande, ne laissant que le jus aux convives. Cela suffit à déclencher une vendetta sanglante et durable. Un vassal, sentant une démangeaison à l'index, signe certain d'un festin imminent, vint trouver le prince, certain de son droit au repas. Furieux d'une telle insolence, le souverain le priva ostensiblement de nourriture. Le vassal trempa alors simplement son doigt dans le chaudron commun, le lécha et s'en alla en silence. Dès lors, les deux hommes commencèrent à comploter pour s'entretuer. Le lien sacré était brisé à jamais. Même le grand Confucius choisit des années d'exil et d'errance simplement parce qu'il n'avait pas reçu sa part légitime de viande sacrificielle. Cette hiérarchie impitoyable imprégnait aussi la vie privée. Un fils ne voyait pas son père comme un ami proche, mais comme un maître sévère. Aucune familiarité, aucune chaleur humaine, seulement une étiquette froide et rigide. La famille devenait un état miniature où chacun connaissait sa place dans la file d'attente pour les miettes sacrées. Oui, précisément cela. Le rituel imposait de finir après les supérieurs, d'absorber leur grâce. Venait d'abord le représentant des esprits, puis le souverain, suivi des ministres, et ainsi de suite, jusqu'au bas de la pyramide sociale. Votre noblesse se mesurait littéralement au morceau de viande que vous receviez, un os noble ou un morceau rongé. Dans ce monde, ce n'étaient pas les plus forts qui survivaient, mais ceux qui transformaient leur quotidien en une danse parfaite et mortelle. Et la moindre perturbation de ce rythme signifiait une mort inévitable, mais cette hiérarchie de miettes n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans un monde où chaque morceau de viande déterminait le statut social, la parenté elle-même se transformait en un jeu politique froid.
Tandis que les paysans ordinaires vivaient selon le principe « on connaît sa mère, mais pas son père », l'aristocratie érigeait des barricades rituelles complexes. Ici, un père n'était jamais proche. Il était respectable, aussi distant que le ciel et aussi sévère qu'un souverain. Un gouffre se creusait entre le père et le fils, transformant leur relation en une union de vassal et de seigneur. Tout commença avant même le premier cri. 3 mois avant la naissance, le mari et la femme se séparèrent dans des chambres séparées, coupant tout contact. À la naissance de l'enfant, ni berceau ni chaleur ne l'attendaient. La terre nue l'attendait. Pendant 3 jours, le nourrisson resta étendu dans la poussière, sans nourriture, subissant le cruel jugement de Dieu. Durant ce temps, le maître de musique, diapason à la main, restait figé à la porte, à l'écoute du moindre son. Si le premier cri ressemblait au hurlement d'un loup, le verdict était sans appel. Ce n'était pas un héritier, mais un monstre qui dévorerait un jour son parent. Le destin de l'enfant ne tenait qu'à une note de musique. Mais même après avoir survécu, le garçon restait un étranger pour son père. Dans l'Antiquité, donner un nom à un fils impliquait un acte horrible, tuer un ennemi et enterrer sa tête tranchée sous le seuil de la maison. On croyait que seule cette méthode permettait à l'âme du défunt d'être transférée à l'enfant, lui insufflant la vie. Ce n'est qu'alors que le père souriait à l'enfant pour la première fois et le prenait par la main droite, comme pour sceller un pacte. Ce n'était pas de l'amour tel que nous le concevons, c'était un marché, la création d'un lien artificiel au nom du prestige familial. L'acte final de ce drame survint à l'âge de 20 ans. Le rite de la cérémonie de passage à l'âge adulte arrachait à jamais le jeune homme au monde des femmes. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et, à travers l'entrebâillement, prononça les dernières paroles de sa mère. Dès cet instant, il ne lui appartenait plus. Il devint un membre à part entière du monde impitoyable des hommes, participant pleinement à cette danse mortelle où la moindre faute de bienséance signifiait non seulement le déshonneur, mais l'effacement total de l'histoire. Le rite de la coiffe n'est que le premier pas vers un abîme de règles. Tandis que les paysans célébraient leur passage à l'âge adulte par des réjouissances bruyantes dans les prés, pour un jeune noble, ce chemin passait par la maison paternelle et le calice rituel. Mais voici l'étrange. Le père lui-même ne demeurait qu'un spectateur d'honneur lors de cette cérémonie. Toutes les démarches étaient dirigées par un invité de la lignée maternelle. C'était le moment de la passation de pouvoir finale. La lignée maternelle, qui avait élevé le garçon, le remettait littéralement au père, exigeant en retour la promesse d'apporter une nouvelle épouse à la famille. À partir de ce jour, la vie devint un entraînement rigoureux. Pour un jour gouverner l'État, un jeune homme devait d'abord apprendre à servir avec une perfection irréprochable. Chaque matin, au chant du coq, commençait un marathon de propreté. Les fils et leurs épouses devaient être impeccables, coiffure soignée, lacets noués avec une précision mathématique et outillage complet à la ceinture. Il ne s'agissait pas d'une question de mode, mais de survie. Éternuer, tousser ou même s'appuyer contre un mur était interdit en présence des parents. Un fils était transformé en ombre vivante. Il devait endurer les coups jusqu'au sang, tout en conservant un visage doux et une voix calme. La moindre faiblesse était considérée comme une profanation du code familial. Mais le véritable cauchemar commença lorsque le père atteignit 70 ans. Dès lors, toute la famille se mit à le préparer à un rôle central, celui d'ancêtre. Sa mort devait être d'une précision théâtrale, chez lui, à même la terre, afin que son dernier souffle soit recueilli sur un fil de coton. Après cela, l'héritier entrait dans une période de 3 ans de larmes continues. Il vivait dans une misérable cabane de branchage, dormait sur la paille et jeûnait jusqu'à l'épuisement, incapable de marcher sans aide. Ce n'est qu'en paraissant mort qu'il pouvait prouver son droit à diriger le culte. Le plus étonnant se produisait lors des sacrifices. Pour que l'esprit de l'ancêtre revienne au monde des vivants, il fallait que quelqu'un l'incarne.
et un petit-fils fut choisi pour ce rôle. À cet instant, la hiérarchie se bouleversait littéralement. Le père était contraint de vénérer son propre fils qui, le temps du rituel, devenait l'incarnation vivante de son grand-père. Le fils mangeait le premier et le père attendait humblement les restes de la table sacrée. Ainsi, le cercle était bouclé. Par une soumission absolue et d'étranges métamorphoses, le clan atteignait l'immortalité, faisant de chacun de ses membres un rouage de l'éternelle machine historique. Quand l'esprit d'un ancêtre revient dans le monde des vivants, les règles du jeu changent radicalement. Le petit-fils devient la réincarnation du grand-père, et à cet instant, la hiérarchie traditionnelle se trouve bouleversée. Le père est contraint de vénérer son propre fils, attendant docilement les miettes du festin sacré. Mais derrière cette humilité rituelle se cache une dure réalité. Celui qui perd le lien avec ses ancêtres perd tout. Le pouvoir, ici, n'est pas une simple affaire de famille, mais un rouage d'un mécanisme militaire brutal. Dans ce système, la relation père-fils est dénuée de chaleur humaine. Elle n'est que discipline. Le fils n'est même pas maître de son propre corps. Il est tenu de se protéger comme une arme précieuse appartenant à son père. La moindre imprudence, comme marcher sur une plaque de glace ou prendre un risque, est perçue comme une atteinte à la propriété paternelle. Le fils est un soldat, obligé de consacrer toute son énergie à l'honneur du chef de famille. Il ne s'agit pas d'amour, mais d'étiquette et de contrôle absolu. Mais les événements les plus horribles commencèrent lorsque deux générations rivales s'affrontèrent. Derrière le masque des rituels, des drames sanglants se déroulaient. L'histoire du prince Xuan illustre de façon frappante jusqu'où pouvait mener la soif de pouvoir. Non seulement il prit la femme de son propre fils, mais il ordonna également son assassinat afin de transmettre l'héritage à l'enfant issu de cette union. Dans une telle lutte pour la survie de la famille, le fils aîné devenait souvent un enjeu, voire une victime sacrificielle sur l'autel des ambitions de son père. Dans ce monde, les femmes servaient de pont diplomatique vivant. Dès leur plus jeune âge, les filles apprenaient l'art de la soumission. Si le fils était le rempart du clan, la fille était un instrument d'influence. Elle était envoyée dans une famille étrangère comme otage de la paix, souvent accompagnée de toute une suite de sœurs et de nièces. Cette escorte vivante garantissait que les deux clans resteraient unis pour les générations à venir. Le mariage se muait en un jeu d'échecs complexe où la mariée n'était qu'une pièce parmi d'autres. Ainsi le cercle se bouclait. Par une soumission absolue et des métamorphoses sanglantes, la famille atteignait l'immortalité. Chaque participante à ce drame devenait un rouage de l'éternelle machine historique où les sentiments personnels s'effaçaient face à la répétition sans fin du rituel. Oubliez le romantisme. Dans ce monde, le mariage n'est pas l'union de deux cœurs, mais un jeu d'échecs impitoyable où la femme devient otage des intérêts de son clan. Jugez-en par vous-même. Si une épouse meurt prématurément, sa famille lui envoie simplement une remplaçante, une sœur cadette ou une nièce. Il ne s'agit pas d'un nouveau mariage, mais d'une sorte de réparation de fortune d'une union politique. L'homme reste légalement fidèle, non pas à une femme en particulier, mais à toute sa famille jusqu'à la fin de ses jours. Mais ne vous y trompez pas, au-delà de la chambre à coucher, une véritable guerre froide a commencé. Qui a le plus d'intérêt, son mari ou son père? D'anciennes chroniques rapportent un dialogue glaçant. Une fille, en proie au doute, demande à sa mère « De qui suis-je la plus proche ?» et reçoit une réponse brutale « N'importe qui peut devenir mari, mais on n'a qu'un seul père. » Ce ne sont pas de vains mots. Pendant des années, les épouses ont espionné leurs maris, les avertissant des embuscades et des tentatives d'assassinat. Le couple vivait dans un état de pacifique armé, rivalisant sans cesse pour savoir quelle famille serait la plus influente. Même le quotidien était devenu un véritable parcours du combattant. Les 3 premières années de mariage furent une période de quarantaine. Les époux ne pouvaient toucher aux affaires de l'autre.
ne partageaient pas leurs serviettes et ne se passaient même pas d'objets de main en main. Si un mari et sa femme se retrouvaient par hasard dans la même baignoire, c'était un scandale sans précédent. Ils mangeaient côte à côte, mais dans des assiettes séparées, comme deux étrangers enfermés dans la même cage. Pourquoi tant de complications ? Tout cela afin que nul ne puisse s'emparer trop vite du pouvoir familial. Un homme devait littéralement dompter sa femme pendant des années. On connaît le cas d'une belle épouse qui ne s'adressa à son mari qu'à partir de sa 3e année, et seulement après qu'il l'eut impressionné par ses talents de chasseur. Ce n'est qu'à un âge avancé, lorsque les passions s'étaient apaisées, que ce monde armé commençait à ressembler à une famille. Ce n'est qu'après 70 ans qu'ils étaient autorisés à entreposer leurs biens dans un seul coffre. Et ce n'est que dans une tombe commune, devenant deux ancêtres vénérés, qu'ils ne faisaient plus qu'un. Jusque-là, chacun demeurait un fidèle soldat de son clan, participant à un jeu sans fin qui durait toute une vie. Dans la Chine ancienne, le mariage ressemblait moins au confort familial qu'à une longue partie d'échecs, où la défaite pouvait coûter la vie. Pourquoi les époux ne commençaient-ils à se faire confiance qu'à 70 ans ? C'est simple. Jusque-là, chacun restait un fidèle soldat de son clan, et leur union n'était qu'une paix armée. Tout commença lorsque la première épouse arriva chez son mari, non pas seule, mais accompagnée de sa suite, ses jeunes sœurs. Cette véritable force de résistance s'exerçait, la première épouse, exerçant une autorité quasi judiciaire sur les autres femmes. Au fil du temps, les hommes tentèrent de modifier cet ordre à leur avantage, se transformant en maîtres inflexibles, mais la femme ne céda jamais. Elle puisait sa force dans son statut de belle-fille pieuse, accomplissant d'étranges rituels. Par exemple, elle finissait ostensiblement les restes de sa belle-mère, affirmant ainsi son autorité, mais refusait catégoriquement de toucher à ceux de son beau-père, défendant ses limites face à ses prétentions. Voici un détail effrayant. À cette époque, la maternité n'avait rien à voir avec la biologie. C'était un statut légal. Si un mari répudiait sa première épouse, celle-ci cessait instantanément d'être la mère de son fils. La parenté ne reposait pas sur les liens du sang, mais sur la volonté du chef de famille. Un fils pouvait même ignorer l'existence de sa véritable mère, la croyant celle que son père avait désignée. Les femmes, quant à elles, utilisaient les enfants comme un instrument d'influence. Pour préserver le prestige de son clan, une mère pouvait aisément confier l'éducation d'un héritier à une servante si elle était favorisée par le prince. Il s'agissait d'une lutte froide pour la survie du groupe et non d'une question d'affection personnelle. Mais le véritable triomphe survenait lorsqu'une femme devenait douairière. À cet instant, son autorité devenait absolue. Elle contrôlait la vie privée de son fils, choisissait ses favoris et pouvait éliminer tout petit-fils qui se comportait mal. Tandis que les hommes gérèrent les terres, les femmes, dans le calme de leurs appartements, amassaient perles, jade et bijoux, un capital mobile pour la corruption et les intrigues. Même enfermées dans les profondeurs de la maison, gardées par des eunuques, ces dames dictaient leurs lois. Leur beauté, célébrée par les poètes, était leur armure. Peau blanche, sourcils fins comme des antennes de verre à soie, démarche majestueuse. Derrière cette façade se cachait une volonté de faire et un sens aigu du calcul. Dans ce monde de conflits éternels, seule une tombe commune unissait enfin les époux. Jusque-là, chacun n'avait fait que jouer son rôle dans un jeu sans fin qui durait toute une vie. Tandis que les dames ourdissaient des intrigues dans le silence de leurs appartements, une figure les dominait, dont la vie était un jeu encore plus complexe. Après l'ère sanglante de Qin Shi Huang, qualifié de tyran pour son goût des exécutions et ses lois impitoyables, la nouvelle dynastie Han décida de changer de tactique. Elle se proclama restauratrice de l'Antiquité, héritière bienveillante des sages. Mais ce n'était qu'une façade. En réalité, les souverains Han n'avaient aucune intention de renoncer au pouvoir. Ils se contentèrent d'envelopper leur poigne de fer dans le voile des rituels sacrés. L'empereur devint le fils du ciel.
Il cessa d'être un simple dirigeant, devenant un lien vivant entre les mondes. Lui seul avait le droit de dicter le temps à tout le pays, au sens propre. Si le calendrier était déréglé, c'était considéré comme une catastrophe cosmique. Pour maintenir l'ordre, le souverain parcourait les salles de la maison du calendrier, reproduisant les mouvements du soleil, et traçait lui-même le premier sillon dans le champ, réveillant la terre endormie. Chacun de ces gestes était régi par un rituel. Cependant, ce duo divin avait toujours un revers. Si l'empereur était le soleil, son épouse était la lune, gardienne de la fertilité de la terre. Derrière cette union se cachait non seulement du mysticisme, mais aussi une lutte acharnée pour le pouvoir. Afin de priver les impératrices de leur pouvoir sacré, de grands souverains comme Wu Ti eurent recours à la ruse. Ils se mirent eux-mêmes à accomplir des rituels féminins en l'honneur de la terre-mère, cherchant ainsi à contrôler tous les rouages du pouvoir et à empêcher les femmes de toute manœuvre politique. L'apogée de ce jeu était constitué par les mystérieux sacrifices Feng et Shan sur le mont sacré Taishan. Là, dans les nuages, l'empereur consolidait son droit à régner sur le monde et expiait les conséquences de ses victoires sanglantes. Il devenait l'homme unique, portant le fardeau de toute la nation. C'était une cage dorée. L'empereur possédait une majesté absolue, mais en échange, il devenait l'otage de la tradition. Il était considéré comme la source de vie pour toute la Chine, mais il payait ce privilège de sa liberté personnelle. Il ne régnait que tant qu'il n'essayait pas de gouverner directement. Dans ce système, la majesté suprême signifiait une immobilité totale, transformant le Dieu vivant en l'ultime trophée dans la lutte sans fin entre les clans de la cour. Être considéré comme un Dieu vivant dans la Chine ancienne n'était pas seulement un luxe, mais aussi un piège mortel. Le plus grand danger pour l'empereur ne résidait pas dans les raids nomades, mais dans ses propres victoires. Dès qu'un commandant s'emparait d'un pouvoir réel, il devenait une menace capable d'éclipser le trône. L'histoire de la dynastie Han devint un thriller politique sans fin. Les seigneurs de guerre, souvent apparentés aux impératrices, exerçaient une influence considérable au palais. Pour survivre et conserver la couronne, la famille régnante était contrainte de sacrifier régulièrement ses plus grands héros. Mais comment conserver le pouvoir quand la tradition exige de soi l'humble fils du ciel? L'empereur Wen choisit la voie de la modestie rituelle, mais le prix à payer fut lourd. Les seigneurs féodaux se rebellèrent aussitôt et les frontières de l'empire s'embrasèrent. Cette douceur fut remplacée par des souverains d'un tout autre genre, les tyrans obsessionnels de la période des royaumes combattants. Ils ne se souciaient ni de l'étiquette ni des rites ancestraux. Seules les mines, le sel et l'or tangible, extraits dans le sang, comptaient à leurs yeux. Qin Shi Huangdi porta le concept de pouvoir absolu à une perfection terrifiante. Il transforma sa vie en un code mystique. Pour éviter d'être la cible de conspirateurs, il devint littéralement invisible. Son palais était une réplique exacte de l'univers, avec des centaines de pièces, et révéler son emplacement secret signifiait une mort immédiate. Il ne se considérait plus comme un simple homme. Il était devenu l'être véritable, presque un fantôme, prenant ses décisions dans le silence de mort de ses appartements scellés. Son successeur, l'empereur Wudi, alla encore plus loin. Il fit ériger des tours s'élevant jusqu'aux nuages, où des idoles de bronze recueillaient pour lui la rosée céleste la plus pure. Il s'entoura de magiciens et d'alchimistes qui lui promettaient le secret de l'immortalité. Wudi recherchait le légendaire champignon d'immortalité et n'hésitait pas à envoyer ses serviteurs favoris à l'échafaud si le miracle tardait à se produire. Tel était le grand paradoxe de l'autocratie chinoise. Pour exercer un pouvoir illimité, le souverain devait se fondre totalement dans l'univers. Il gouvernait sans s'immiscer dans les affaires insignifiantes et commandait sans élever la voix. L'empire tout entier se transformait en un mécanisme colossal gravitant autour d'un unique point fixe,
l'homme devenu à la fois loi et destin. L'empereur chinois était bien plus qu'un simple souverain. Il était un diapason vivant, un instrument au service de l'univers tout entier. À cette époque, on croyait que si une sécheresse frappait une province ou si le soleil s'éteignait subitement, un seul homme en était responsable. Sa vertu personnelle était considérée comme le moteur des astres. Mais derrière cette façade divine se cachait un mécanisme de gouvernement pragmatique et parfois d'une audace incroyable. Le plus étonnant est que, dans ce système, même le ciel n'avait qu'un rôle subalterne. La majesté impériale primait sur les dieux. Si une catastrophe naturelle survenait, elle n'était perçue que comme un léger reproche, venu d'en haut, mais tant que le souverain respectait les rituels, l'ordre cosmique demeurait inébranlable. Cependant, un tel pouvoir imposait une terrible responsabilité. L'empereur se devait d'être parfait, car il était le seul responsable du bonheur de millions de sujets. À un moment donné, un bouleversement majeur s'est produit dans la société. Les vieux aristocrates, qui s'étaient vantés de leur lignée pendant des siècles, ont tout simplement disparu, anéantis par les flammes de guerre sans fin. À leur place sont apparus ceux qui, auparavant, n'auraient même pas été admis au palais. L'ère des nouveaux hommes était arrivée. Le porcher d'hier est soudainement devenu conseiller principal et un ancien esclave gardant des moutons, un commandant en chef légendaire. L'Empire n'avait plus besoin de récits d'ancêtres. Il avait besoin de talent et, plus important encore, de sommes colossales. La richesse devint le nouveau critère de dignité. La capitale grandiose se transforma en une gigantesque cage dorée, où l'empereur relogua de force 120 000 des familles les plus influentes du pays. C'était une manœuvre brillante et astucieuse, rassembler tous les rebelles potentiels en un seul lieu et les contraindre à rivaliser dans un luxe effréné. Tandis que la noblesse dépensait des fortunes en soie fine et en or filigrané, l'empereur construisait des routes et des canaux, reliant les territoires disparates en un seul bloc monolithique. La cour devint un spectacle technologique sans fin. Dans de vastes salles, des machines simulaient le tonnerre et les éclairs, tandis que des acrobates et des cracheurs de feu divertissaient des foules venues du monde entier. Mais derrière cette splendeur se cachait une logique implacable, transformer le pouvoir en une religion incontestable. L'empereur cessa d'être un simple tyran. Il devint le maître suprême de la nation, gouvernant non par les exécutions, mais par la culture et la séduction. Ainsi se forgèrent les fondements d'une civilisation où l'ordre reposait sur le fil ténu entre vénération mystique et calcul froid. Derrière ce faste se cachait un vaste mécanisme de remodelage des destins humains. Pour ériger le pouvoir en religion incontestable, l'Empire exigeait non seulement des serviteurs loyaux, mais aussi des ressources colossales. Les rois du sel et les magnates de l'acier amassèrent des fortunes comparables au trésor public. Ils devinrent la nouvelle élite, occupant les plus hautes fonctions, tandis que la machine militaire engloutissait les ressources à un rythme alarmant. Imaginez, lors d'un simple raid de cavalerie, l'Empire pouvait perdre irrémédiablement jusqu'à 100 000 chevaux. Les usines d'État ne pouvaient satisfaire une telle demande, et le capital privé prit alors le relais, transformant l'élevage en une activité de survie. Mais cette prospérité économique s'est faite au prix de la liberté. Tandis que les riches mesuraient la longueur de leurs caravanes, les paysans ordinaires perdaient tout. Les terres qui avaient jadis nourri des générations furent vendues pour une bouchée de pain. On en arriva au point où les champs des nobles s'étendaient sur des milliers de kilomètres, tandis que les pauvres n'avaient littéralement nulle part où planter une aiguille. Pendant la grande famine, le désespoir atteignit son paroxysme. Des gens furent contraints de vendre leurs propres enfants pour survivre. Le système lui-même devint un piège. Pour s'assurer une main-d'œuvre gratuite, l'État eut recours à des lois cruelles. En une seule année, plus d'1 million de personnes furent condamnées pour contrefaçon de monnaie.
1 million de nouveaux esclaves créés d'un trait de plume pour construire des routes et escorter les convois militaires. Cependant, l'empereur ne se contentait pas de contrôler les corps, il exigeait les âmes. Une réforme morale totale fut entreprise. La famille fut transformée en une cellule de surveillance où l'autorité paternelle devint absolue et incontestable. La propagande dépeignait des exemples à la fois horribles et exaltants de comportements corrects. Des veuves se coupaient le nez pour défigurer leur visage et éviter de se remarier, prouvant ainsi leur fidélité à leurs défunts époux. Des hommes de 70 ans revêtés dans des vêtements colorés et rampaient sur le sol, feignant d'être des bébés, juste pour amuser leurs parents vieillissants. C'était une époque où l'émotion vivante était remplacée par le rituel et la bravoure par la sagesse livresque. 9 années d'instruction obligatoire, des examens interminables et la crainte du châtiment corporel transformèrent la nation en une armée d'exécutants disciplinés. Même les guerriers les plus austères étaient désormais obligés de réciter des versets anciens pour confirmer leur statut. Ainsi furent forgées les bases d'une civilisation où l'ordre se maintenait sur un fil ténu entre vénération mystique et calcul froid et impitoyable. On pourrait croire qu'un empire se construit sur le fil du rasoir, mais la dynastie Han découvrit une arme bien plus redoutable, le pinceau et le rouleau. Elle comprit qu'un soldat ayant mémorisé d'anciennes odes est bien plus prévisible que celui qui ne croit qu'en sa propre bravoure. Tandis que leurs prédécesseurs s'efforçaient d'effacer jusqu'à la mémoire du peuple, les Han agissaient avec plus de subtilité. Ils transformèrent le passé en un outil sophistiqué de manipulation sociale. Le grand conseiller Gongsun Hong a façonné une réalité où chaque geste politique et même les catastrophes naturelles s'expliquaient par des citations de Confucius. C'était une science totale du gouvernement. Maîtrisant les faits historiques, les autorités prédisaient l'avenir et dictaient la volonté des vivants. Les fiers aristocrates, dont les ancêtres n'avaient reconnu aucun maître, étaient contraints de s'incliner devant l'étiquette. Leur passion débridée était étouffée par le carcan des cérémonies, transformant les guerriers en courtisans impeccables mais silencieux. On leur inculquait l'idéal de l'homme honnête, dont la vie n'était qu'une répétition incessante des rites de leurs ancêtres. L'ordre n'était plus maintenu par la crainte de la mort, mais par l'horreur de la transgression des convenances. Mais ne vous laissez pas tromper par cette image idyllique. Sous le vernis d'un formalisme officiel pesant, une toute autre vie palpitait. Tandis que les chroniqueurs consignaient chaque révérence au palais, un mysticisme ancien, presque primitif, s'épanouissait dans les villages, et dans les villes animées, une classe d'hommes d'affaires régie par ses propres règles vit le jour. L'histoire officielle choisit d'effacer ces détails gênants, créant ainsi le mythe d'une nation figée dans une obéissance éternelle. En réalité, accepter ces règles s'apparentait à un pacte. Les personnes instruites n'acceptaient l'obéissance formelle que pour préserver leur liberté intérieure et leur acuité intellectuelle. La civilisation chinoise atteignait sa maturité non comme un vieillard décrépit, mais comme un athlète puissant dans une tenue moulante. Et bien que les gardiens de la tradition s'efforçaient de lui donner l'apparence d'une statue inébranlable, sous le masque d'un calcul froid, une énergie capable de survivre à toute dynastie demeurait tapie. C'était le triomphe de la culture sur la force brute, où l'idéal même des bonnes manières devenait la forme suprême du pouvoir. Cette énergie latente transformait le souverain en bien plus qu'un simple administrateur. Dans la Chine ancienne, le souverain était un diapason vivant de l'univers. Ses bonnes manières n'étaient pas de simples conventions sociales, mais un puissant instrument magique. Une erreur dans le rituel et la nature débordait. Les sages de l'Antiquité percevaient le monde comme un gigantesque schéma cosmique, le Wen, où beauté extérieure et ordre intérieur ne font qu'un. Ici, l'homme n'est pas seulement un habitant, mais un médiateur, retenant les cieux de s'effondrer.
Si vous croyez que la civilisation chinoise s'est construite sur une rationalité aride, préparez-vous à être surpris. En son cœur réside une sorte de contamination spirituelle mystique. Le pouvoir princier s'exerçait directement, telle une influence sacrée, soumettant les choses et les hommes. Mais le prix de ce pouvoir était exorbitant. Un véritable souverain était une victime perpétuelle. Il se donnait, littéralement, à l'État. Au grondement du tonnerre, ou en cas de mauvaise récolte, l'empereur portait le deuil, s'abstenait de musique et de nourriture et endossait la culpabilité de chaque sujet. C'est le paradoxe de la naissance et de la mort. Pour qu'un pays vive, son dirigeant doit être prêt à périr rituellement. Même la notion de beauté à cette époque bouleverse nos stéréotypes. Lorsque les hymnes anciens célèbrent la princesse, ils ne la décrivent pas comme une personne à part entière. Elle est une figure emblématique, une personnalité collective. Sa taille, son teint frais et délicat, son impressionnante lignée de nobles parents, autant de signes qu'elle a absorbé l'énergie vitale de toute la région. Elle est un réceptacle imprégné de la magie du pouvoir. C'est là que réside le secret principal de la mentalité chinoise. L'individu n'est pas un je orgueilleux, mais une vacuité consciente. Comme l'enseignait Lao Tse, pour atteindre l'être véritable, il faut devenir un réceptacle capable d'accueillir autrui, être à la frontière, à la transition, en mouvement perpétuel. C'est précisément cette capacité à maintenir une flexibilité mentale sous le masque d'un protocole rigide qui a permis à la culture de perdurer là où les empires se sont effondrés. Ce fut un triomphe de l'esprit sur la force brute, où même le sourire d'une beauté s'inscrivait dans le grand ordre cosmique. L'histoire chinoise n'est pas une simple compilation de dates, mais une toile vivante de la pensée, où la force se cache derrière un masque de politesse. Depuis des siècles, les érudits débattent. La Chine antique était-elle une terre de nobles chevaliers ou une simple illusion? Durant la période des printemps et automnes, la guerre s'apparentait à un duel de valeurs morales, où l'étiquette était primordiale pour la victoire. Pourtant, les statistiques sont implacables, des centaines de conflits sanglants et des milliers de villages rayés de la carte. Ce paradoxe est la clé de la compréhension de l'Orient. Même l'intimité est qualifiée de bataille dans les textes anciens et la vie conjugale d'état de paix armée. Ici, l'individu est en équilibre précaire. Tant que le protocole est respecté, les Chinois incarnent l'esprit de modération. Mais franchissez cette ligne invisible, et l'harmonie cède instantanément la place à une fureur débridée. Il ne s'agit pas simplement d'un changement d'époque, mais de la capacité unique de l'esprit à être simultanément un réceptacle paisible et une arme dévastatrice lorsque le grand ordre cosmique l'exige.